toujours le même schéma qui est comment l'économie de marché et comment le marché, qui est devenu l'idéologie dominante sans contrepoids, fait marcher le monde et tous les secteurs du monde, comment le compte d'exploitation annuel et le profit à court terme empêchent toute vision stratégique de long terme, que ce soit pour tout ou n'importe quoi, hein, un État et même un sport, et je coordonne ça avec le lent effondrement, enfin deux choses qui peuvent apparaître contradictoires, c'est d'un côté le lent effondrement du rugby français à travers les matchs internationaux, tournois destination et confrontations nord-sud, où la France, qui était un pays qui était dans le top 3 à une époque, et qui avait une spécificité qui était le French flair. La balle est pour les Français, voilà, ça repart, il y a le surnombre, il y a le surnombre Benazzi, la passe pour le tabac, il y a Philippe Stella là-bas, il y a Cabane, il y a Delegue, et il y a peut-être un essai au bout, bah oui, Les Français jouent d'une façon différente des Anglais. Ils semblent plus à l'aise avec la balle. Les essais les plus grisants ont été marqués par des Français. Je me souviens d'un match à Twickenham il y a quelques années où tout le monde a pensé que Serge Blanco toucherait dans son embut pour avoir un renvoi aux 22 mètres. Mais non, il a commencé à courir avec la balle et les Français ont marqué un essai magnifique contre l'Angleterre. En fait, ils ont perdu le match de quelques points, mais ce fut l'un des plus beaux essais qu'il m'ait été donné de voir. Et le jeu à la française qui était très réputé, qui d'ailleurs a été repris après par l'Argentine et qui d'ailleurs sous Bernard Laporte, on y a totalement renoncé pour le jeu à l'anglo-saxonne. Bon, ça c'est des remarques. Dominateur en mêlée, intraitable en défense, les Français peinent à marquer des essais. Dans le jeu actuel des Bleus, c'est prime à la force, parfois au détriment du beau jeu. Et si c'était la fin du French flair? Le French flair, c'est un peu dépassé. Le rugby est devenu tellement compliqué, c'est tellement difficile de manœuvrer les défenses adverses que voilà, marquer un essai en première main, ça devient très rare. Mais surtout que progressivement, on ne fait que dégringoler dans l'échelle hiérarchique du rugby. On n'est plus invité, comme disent les joueurs eux-mêmes. C'est simple, aujourd'hui au niveau du tournoi destination, on est au-dessus de l'Italie et seulement au-dessus de l'Italie, et à peu près à égalité avec l'Écosse, et on est au-dessous systématiquement de l'Irlande, qui est un tout petit pays en nombre de licenciés, du Pays de Galles, qui est un tout petit pays en nombre de licenciés, et de l'Angleterre, ces trois pays nous mettant une branlée systématiquement. L'Angleterre, bon, par une puissance effectivement de rugby avec beaucoup de licenciés, mais le Pays de Galles et l'Irlande avec très peu de joueurs par un jeu d'une qualité incroyable que nous ne sommes pas capables de développer ou seulement de développer pendant 20 minutes. Et ça, il faut l'articuler avec quelque chose qui est complètement contradictoire, c'est que nous avons par ailleurs le top 14, c'est-à-dire le championnat de rugby le plus huppé et le plus cher du monde. Et on voit bien qu'en fait que c'est parce que nous avons l'un que nous avons l'autre. C'est-à-dire que le top 14, c'est le marché dans le rugby. C'est-à-dire que pour avoir un spectacle de qualité immédiatement et des retombées immédiates au niveau du spectacle, au lieu de former des joueurs, on achète les meilleurs joueurs du monde. Donc on a effectivement des équipes qui sont des équipes qui incarnent soi-disant une ville, qui sont Toulon, Clermont-Ferrand, qui sont très fortes, mais dans lesquelles les meilleurs joueurs sont pratiquement tous des étrangers. Et par ailleurs, cet argent qui est investi dans des salaires de joueurs et dans un spectacle immédiat soumis au marché, qu'est-ce qu'on a sacrifié? Les centres de formation. Les centres de formation fonctionnent encore comme fonctionnait le rugby de papa, réduit